Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WHRC, le Women Human Rights Campaign, la campagne pour les droits humains des femmes. Le WHRC, c'est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui va être indiquée dans le chat et nous vous invitons à la signer. Alors, cette déclaration, elle a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, dans les politiques et dans la pratique sociale. Ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Et notre organisation, le WHRC, est mondiale. Jusqu'à maintenant, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu, mais ça montre aussi que les femmes sont concernées et motivées à la combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU et qui est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 du monde. Notre Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe est composée de 9 articles, parmi lesquels l'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression. L'article 4 de notre déclaration se fonde sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits humains de l'ONU de 1948, qui garantit la liberté d'opinion et la liberté d'expression sans être inquiété pour ses opinions, et sur l'article 20 qui garantit le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des groupes de travail du WHRC France, c'est le groupe Rebelles du genre. Rebelles du genre, c'est un podcast disponible sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WordPress et SoundCloud. Rebelles du genre recueille des témoignages de femmes qui sont devenues critiques du genre et aujourd'hui, nous allons entendre les femmes à l'origine de ce projet. Alors, vous pourrez écrire vos questions dans l'application questions-réponses de l'application Zoom. Je vais maintenant donner la parole à l'équipe de Rebelles du genre pour qu'elle se présente. Donc, je donne la parole à Blandine. Bonjour, je suis Blandine, voilà, je suis dans l'équipe Rebelles du genre et je parlerai dans 2 minutes de la genèse du projet. Et je passe la parole à Aurore. Bonjour, je suis Aurore, je suis féministe, donc je suis rebelle du genre et je suis là pour accompagner mon équipe. Bonjour, moi je suis Mélissa et je fais partie de l'équipe Rebelle du genre. Bonjour, moi je m'appelle Camille Girard et je suis une rebelle du genre également. Nous avons également Rita dans notre équipe, mais elle n'a pas pu se joindre à nous pour ce soir, mais on pense fort à elle. Je voulais juste rappeler l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 19, et je vais vous le lire pour un petit reminder. L'article 19 prévoit que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits des femmes, donc cet article réaffirmant le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression. Les États devraient s'assurer que les femmes ont le droit de ne pas être inquiétées pour leurs opinions. Ceci devrait inclure le droit à la liberté d'opinion sur l'identité de genre, sans faire l'objet de harcèlement, de poursuites ou de sanctions pénales. B. Les États devraient soutenir le droit des femmes à la liberté d'expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répondre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Ceci devrait inclure la liberté de répandre des idées sur l'identité de genre, sans faire l'objet de harcèlement, de poursuites ou de sanctions pénales. C. Les États devraient soutenir le droit de chacun à désigner autrui sur la base de son sexe biologique, plutôt que sur celle de l'identité de genre. Dans tout contexte, les États devraient soutenir le droit de chacun à désigner autrui sur la base du sexe biologique, plutôt que sur celle de l'identité de genre. Dans tout contexte,
Les États devraient reconnaître que les tentatives par les institutions, les pouvoirs publics et les organismes privés de contraindre les individus à utiliser les termes relevant de l'identité de genre plutôt que du sexe biologique constituent une forme de discrimination à l'égard des femmes et devraient prendre des mesures pour éliminer cette forme de discrimination. Les États devraient interdire toute forme de pénalisation, de poursuite ou de sanction des personnes qui rejettent les tentatives visant à contraindre d'identifier autrui sur la base de l'identité de genre plutôt que sur la base du sexe biologique. Voilà, et je passe le flambeau à Blandine. Merci beaucoup. Alors, donc moi, je vais revenir un peu sur la genèse de notre projet, qui maintenant n'est plus un projet. Au début, c'était un projet. Maintenant, c'est quelque chose qui a été abouti, en tout cas, qui est in progress. En fait, les réunions du WHRC sont souvent, dont je fais partie, bien sûr, sont souvent l'objet des moments d'un peu d'anxiété parce qu'en fait, on voit ce qui se trame, on voit les progrès des personnes qui essayent d'éroder les droits des femmes et qui essayent en fait, de nous effacer, tout simplement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que au départ, on s'appelait l'effacement des femmes. Hein, notre groupe s'appelait Effacement des femmes. Et donc, en fait, un jour, on discutait et on s'échangeait finalement nos raisons pour lesquelles on était critique du genre et pourquoi on était là. Et en écoutant ces femmes qui parlaient de tout ça, on s'est dit, mais en réalité, on forme un bon panel des bonnes raisons pour lesquelles le genre, c'est quand même de la crotte et qu'on doit absolument lutter contre ça. Donc, en l'écoutant, en prenant un peu du recul, je me suis dit, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir faire entendre toutes ces bonnes raisons au plus grand public. Et en même temps, on s'est aperçu aussi que c'était très, comment dire, ça nous faisait du bien de pouvoir avoir un endroit, un moment où on puisse s'exprimer sans s'auto-censurer en fait, par rapport à ces questions-là. Parce qu'en fait, vous faites toutes, j'imagine, l'expérience de moments sociaux dans lesquels vous ne dites pas le fond de votre pensée, et pourtant vous savez que vous avez raison, mais tout simplement parce que c'est dangereux pour plein de points de vue. Voilà. Donc, on a d'un coup décidé d'essayer de réfléchir à cette question de la voix des femmes. Et on a décidé de créer 2 groupes de travail pour porter la voix des femmes. En fait, on a eu 2 groupes de travail qui se sont constitués simultanément. L'un qui visait à rédiger des témoignages sous forme d'articles, avec un objectif de faire des articles de type blog qu'on aurait pu diffuser sur les réseaux sociaux, et l'autre qui disait on va faire des podcasts pour faire entendre la voix des femmes. Bon, évidemment, ce double projet n'a duré que 24 heures. On s'est rendu compte assez vite que c'était la même chose, c'était juste les supports qui étaient différents, et donc on a regroupé nos forces très vite, et du coup, on est passé à une équipe de taille suffisamment solide en fait, pour pouvoir mener ce projet à bien. Donc ça, c'était en mois de juin. Et ensuite, on a passé un certain temps à réfléchir à ce qu'on voulait. Donc, et à comment le faire pour que ce soit bien fait. Hein, parce que notre objectif, c'est quand même d'atteindre une masse critique à partir de laquelle ça redeviendra possible de parler de ces questions-là en société. Donc, vraiment, viser la masse critique, c'est donc poser le doute dans le plus d'esprit possible, jusqu'au moment où ça ne deviendra plus quelque chose de honteux ou de dangereux de dire « je suis critique du genre ». Enfin, moi, je ne ressens pas de honte du tout à le dire, mais je sais à quel point ça peut être dangereux. Donc, 2 objectifs, hein, libérer la parole des femmes, parce qu'on nous silencie sur tout, y compris là-dessus, et en particulier surtout là-dessus, parce que c'est aujourd'hui l'attaque la plus violente et la plus virulente et la plus dangereuse contre les droits des femmes, et en même temps diffuser cette parole pour qu'elle soit entendue, tout en documentant ce qui se passe. Parce que là, aujourd'hui, on est quand même à un moment de l'histoire où il y a une tentative de retour en arrière qui est très, très effrayante, qui est mondiale, qui est à tous les niveaux, en fait, de l'échelon le plus local jusqu'au niveau mondial. Et donc, il faut documenter ça, il faut être capable de dire
dans 20 ans, regardez, comme aujourd'hui, on regarde les pédocriminels d'il y a 20 ans et on leur dit, non, mais les gars, vous avez complètement merdé. Nous, en fait, on veut pouvoir documenter ça aussi, parce que dans 20 ans, on pourra leur dire, les gars, vous avez vraiment merdé. Voilà. Donc, on a décidé de se donner du temps, par contre, pour faire ça bien. Et donc, notre équipe a réfléchi aux objectifs qu'elle se donnait et aussi on a raisonné en termes de fonctionnement. Donc, on a un fonctionnement qui est féministe. Ça signifie qu'il y a toutes les fonctions, il y a personne qui a à soi tout seul tous les codes du groupe. On partage les choses. On doublonne ou on triplonne chaque fonction, c'est-à-dire que quelle que soit la mission que l'on doit faire, il y a 2, 3 ou 4 personnes qui sont capables de la faire. Voilà, donc ça signifie que si l'une de nous a un coup de mou, elle peut se mettre en retrait, se reposer et ça continue à fonctionner, ce qui est sur le plan de la pression, de la charge mentale féministe. Voilà. Et également, dans l'autre sens, il n'y a pas une personne qui, à elle toute seule, peut prendre des décisions pour le groupe. Voilà, même si après, on a des investissements qui peuvent être variables, hein, bien sûr, comme dans tout groupe. Hein. Voilà, donc on a décidé de fonctionner comme ça. Et puis, on a passé un temps considérable à réfléchir au ton qu'on voulait avoir. Par exemple, pour trouver notre titre, Rebelle du genre, on a passé un certain temps à vraiment se poser la question des mots, parce qu'on voulait faire ça bien du premier coup. Et je suis assez fière du résultat qu'on a obtenu, parce qu'effectivement, Rebelle du genre, ça dit vraiment qui on est et ce qu'on veut. En fait, ça parle de nous les femmes. Nous, on est rebelles du genre, c'est-à-dire critique du genre, abolitionniste du genre, et on ne se positionne pas vis-à-vis des hommes, on se positionne vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà. Et donc, on a aussi passé beaucoup de temps à conceptualiser, je dirais, un temps de gestation en fait, du projet. On a commencé à réfléchir au questionnaire. Donc, le questionnaire, Mélissa va vous en parler bien après, hein, vous dire un petit peu les questions. Mais en tout cas, on a peaufiné chaque question du questionnaire pour pouvoir ensuite obtenir réellement un résultat qui soit exploitable et qui permette vraiment de mettre le doigt sur le problème, hein, les problèmes du genre. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, on a aussi réfléchi à la façon, à notre posture par rapport au reste du monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui allaient nous attaquer à droite, à gauche, derrière, dessus, etc. Donc, on a décidé que, premièrement, on a comme principe de ne pas répondre aux attaques, de ne pas donner d'outils aux personnes qui nous attaquent. Par contre, on pratique la suppression sans préavis, sans discussion de tout commentaire qui ne nous plaît pas. On n'est pas du tout un lieu de démocratie pour les masculinistes. Certainement pas. Oui, bien sûr, des attaques. On en parlera après si tu veux bien, Stéphane, mais oui, bien sûr, des attaques, on en a eu. Et justement, d'ailleurs, dans les décisions diverses qu'on a prises, on a décidé de ne pas s'occuper de la haine, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une chef de la haine, on a la responsable de la haine, c'est Camille, qui a créé un dossier haine dans notre ressource informatique, et dans laquelle on archive par contre soigneusement tout ce qui est écrit, tout ce qui est, et on trace tout ce qu'on peut tracer, évidemment, parce qu'on n'est pas non plus là pour se faire marcher dessus, et évidemment, plus on nous entend, plus ça les énerve, évidemment. Je dirais qu'on pouvait s'y attendre, on s'y attendait. Voilà. Mais en tout cas, on a décidé de passer zéro énergie là-dedans, c'est-à-dire que, en fait, c'est un peu leur stratégie. Hein. Ils nous paralysent, ils siphonnent notre énergie en nous insultant et en nous menaçant. Et du coup, on est un peu sidéré par les attaques. Et pendant tout le temps qu'on pense à réfléchir à comment on va se défendre, comment on va expliquer qu'on n'est pas transphobe, etc., en fait, pendant ce temps-là, on ne fait pas des choses pour les femmes. Donc non, en fait, zéro. On les traite par le mépris. Ça nous fait bien rire parce qu'il y a quand même il y a des trucs qui sont drôles, mais tout n'est pas drôle. Mais en tout cas, c'est zéro énergie. C'est vraiment le jour où j'aurai une deuxième vie, peut-être que je lirai leur merde, mais le reste du temps, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Camille, tu veux parler de la façon dont on fonctionne aussi au niveau technique? Je crois que c'est ton tour de parler.
Oui, merci Blandine, j'aime bien comment tu dis ça, je vais leur donner 0 énergie et tu as bien raison. Au niveau technique, en fait, tous les logiciels, tu me dis si je ne me trompe pas, tous les logiciels qu'on utilise, ils sont gratuits, on ne fonctionne qu'avec des freeware. Et on a une volonté de rendre accessible, de donner la parole à toutes les femmes. Et moi, en tant que militante prolétaire, ça me touche énormément. Parce que c'est vrai que quand on fait un groupe féministe, par exemple, ou une collective, ou une association, à un moment donné, il y a toujours la question de la contribution, surtout au niveau de l'argent qui se pose. Et quand on est prolétaire, surtout des femmes pauvres, alors là, c'est un truc, il y a une charge supplémentaire. C'est qu'en fait, nous, les femmes prolétaires, on n'est jamais assez, on ne donne jamais assez, on ne fait jamais assez bien les choses. Et ce qui est bien dans notre collectif, chez les Rebelles du Genre, c'est que comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement, on n'est pas financé par des lobbies, je ne sais trop quoi, il n'y a rien, quoi. On fait tout nous-mêmes. Et c'est vraiment une volonté de donner la parole et puis de la transmettre peut-être à des femmes qui ne sont pas forcément dans les milieux féministes, par exemple parce qu'elles sont pauvres, mais qui peuvent être quand même critiques du genre. Il n'y a pas besoin d'être féministe pour être critique du genre, hein. Il n'y a pas besoin de l'étiquette féministe, même si généralement on l'a. Et moi, personnellement, ça me tenait à cœur et ça nous tient toutes à cœur, en fait, qu'on puisse se rencontrer virtuellement. Alors, c'est vrai que ce serait bien de le faire en vrai, mais ça se passe tellement bien, la façon dont on le fait actuellement. On se rencontre sur des logiciels gratuits, on discute, on a des échanges, on respecte toujours la volonté des participantes. Si quelqu'une change d'avis, elle change d'avis. Si finalement, il faut être anonymisé, il n'y a aucun problème. Si il faut parler à sa place, il n'y a aucun problème. Alors, on passe aussi par YouTube. L'intérêt de YouTube, c'est qu'on met les sous-titres, ce qui permet à des personnes qui ne peuvent pas forcément bien entendre ou qui ont juste envie de lire en même temps qu'elles écoutent, de pouvoir lire les sous-titres. On a le format blog pour celles qui préfèrent lire directement. On a les vignettes pour celles qui préfèrent les vignettes. Moi, je sais qu'on m'a fait des retours sur le fait que moi, j'aime bien lire le texte plutôt que l'écouter. Moi, j'aime bien les vignettes. Moi, j'aime bien écouter directement en podcast. Ce qui est bien avec le podcast, c'est qu'on lance le truc et puis on peut continuer, je sais pas, à conduire ou à faire autre chose. Et on peut aussi rejoindre des femmes qui habitent à l'autre bout de la France ou pas forcément, enfin, à l'autre bout de la France métropolitaine, mais aussi dans les départements outre-mer. On peut vraiment... en fait, c'est ouvert à toutes les femmes qui sont des femmes. Ça, c'est notre seul... Wow. Ok. Ah bah oui, Mélissa. Voilà, donc moi, c'est Mélissa. Donc, j'ai pas trop l'habitude de m'exprimer devant plein de gens, donc j'ai écrit quelque chose, donc je vais le lire. Donc voilà, je suis Mélissa, je suis maman solo, je suis féministe radicale, militante. Je vis en Belgique et j'ai rejoint WHRC Nous Femmes il y a plus ou moins 3-4 mois. Elles m'ont gentiment invitée à les rejoindre suite à un article que j'ai écrit en reprenant une de leurs interventions que je vous encourage à suivre sur YouTube. Je suis d'ailleurs une des seules Belges actuellement, je crois qu'on est 2-3, donc dans WHRC Nous Femmes France. Si une des sœurs belges engagées nous écoute, j'en profite pour les inviter à prendre contact avec WHRC via Facebook par exemple. Je suis certaine que vous y serez sororalement accueillis. Donc, j'ai assisté aux premières réunions et j'y ai découvert des femmes engagées, des femmes aussi inquiètes que moi concernant la mainmise qu'a le transactivisme sur le débat, et ce, dans nos deux pays. Et sa violence aussi, complètement assumée et légitimisée par d'autres. Elle m'a ensuite proposé de les rejoindre dans l'équipe des Rebelles du Genre. Ayant besoin de sens dans mes luttes, j'ai accepté avec plaisir, et depuis, on vit quelque chose d'un peu fou. C'est terriblement agréable de faire du bien aux femmes, de se sentir utile et d'aider les femmes à être entendues. Vos retours nous font d'ailleurs toujours du bien. Ils sont aussi importants que le partage de la parole de femmes et de notre travail. J'en vois d'ailleurs, je profite pour faire une petite parenthèse, au nom de toutes les rebelles du genre, toute notre sororité et notre soutien à nos sœurs belges agressées à Bruxelles. Donc 12 femmes, dont Caroline Huens, une féministe radicale bruxelloise que je cite avec son accord, contre une foule monstre et parfois cagoulée de rose. Alors bon, j'imagine que c'est plus queer friendly, hein. On va se permettre de faire un peu d'humour, hein, même si moi, ça me rend terriblement en colère et triste. L'agression et la violence que vous avez subies ce dimanche 28 novembre dans les rues de Bruxelles, en pleine manifestation contre les violences masculines, excusez mon émotion, est inacceptable. Les images tournent sur les réseaux et sont d'ailleurs visibles aussi depuis nos médias, Twitter, Facebook et Insta.
Mon cœur ne se remet toujours pas de vos appels à l'aide devant une foule au mieux silencieuse et donc complice, au pire une foule autrice de violence, de la part de gens qui voudraient que je les considère femmes, tout comme moi, la violence masculine jusque dans leur poing armé. Ah, ben tiens les gars, il va falloir vous calmer, hein. Moi je n'ai pas l'habitude de me laisser insulter, alors le faire depuis ma propre bouche, rêvez pas trop. Donc, je reviens à nos moutons. Je prête ma voix à des femmes voulant préserver leur anonymat dans les témoignages. Et une de mes passions est donc l'écriture. Nous travaillons en équipe pour retranscrire les témoignages, ce qui, nous l'avouons, prend pas mal de temps. Et ce, afin de les surtitrer sur YouTube. Ensuite, je reprends celui-ci et certaines tournures de phrases afin que ce soit agréable à lire sur notre blog. Il va de soi que les petites modifications faites donc sur notre blog ne changent absolument pas le propos, mais il nous a semblé absolument important de fournir aussi un support écrit facile à lire pour les personnes préférant lire, les personnes malentendantes ou ne sachant simplement pas regarder la vidéo. Nous mettons aussi un point d'importance à souligner le travail des femmes ou des associations de femmes citées par les femmes qui témoignent. Nous relayons donc via ces articles leur actualité, comme la sortie du livre de Dora Muto ou sa page Instagram Tajoui lors du dernier témoignage sorti hier, témoignage que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, ou même l'Amazon Paris, dans laquelle Anicia, de l'épisode 7, milite. Le harcèlement et les inversions que subissent Dora ou d'autres, comme Anicia, Marguerite et j'en passe bien trop, est particulièrement insupportable pour nous, femmes, féministes et militantes. C'est aussi, comme l'ont rappelé mes copines de lutte, une des raisons de l'existence de notre groupe. Nous ne pouvions plus laisser ces femmes être des catalyseurs d'une haine complètement injuste, démesurée et injustifiée et rester silencieuses. Notre existence se rajoute à celle existante déjà, pour dire que cela suffit et qu'on ne nous fera plus taire. Notre force réside dans la confiance que nous avons les unes dans les autres, notre capacité de travailler en équipe et notre complémentarité. Certains écrivent, d'autres montent ou mettent au service du groupe leur talent de graphiste. Parfois, nous nous apaisons entre nous, car il faut savoir encaisser quand même les prises de position insultantes ou la détresse de nos sœurs. Parfois, nous nous faisons rire, parfois nous nous encourageons et nous nous motivons entre nous. Parfois, nous acceptons juste notre scène et juste colère, mais toujours ensemble. Je suis très fière et honorée de contribuer à faire grandir un projet commun et essentiel comme celui-ci, avec des femmes aussi géniales et courageuses. Et je remercie encore toutes ces femmes qui nous font confiance et qui permettent à tout ceci d'exister. Je remercie celles qui nous partagent aussi, c'est tellement important. Notre force, c'est d'être unis et ensemble. Voilà, si vous avez entendu beaucoup d'émotions dans ma voix, c'est normal, il y en a. J'ai fini. Merci Mélissa. Donc c'est à moi maintenant de parler. Et oui, c'est vrai, ce que tu dis est très touchant et c'est vrai qu'on est extrêmement impliqués, mais je crois que vraiment ce qui est important de dire, c'est que c'est pour nous un moyen de continuer à vivre en fait dans un monde qui perd de son sens. Vraiment, je crois que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur finalement le premier épisode, enfin la façon dont ça s'est passé là depuis, les premières choses, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, etc. Donc en fait, en gros, si on doit découper le temps depuis le moment où on a eu cette idée, alors juin, juillet, août, on a réfléchi, on a conçu le générique, la musique, donc que vraiment, si vous n'êtes pas allé écouter, écoutez-le. C'est une déclinaison de l'hymne des femmes avec nos paroles dessus. Enfin, on a vraiment beaucoup réfléchi pour que ce soit cohérent. Donc, effectivement, on a beaucoup réfléchi à la question de l'anonymat, pas l'anonymat, enfin, pour vraiment pouvoir faire tout ce que les femmes voulaient, en fait. Hein. Donc, on essaye véritablement de permettre que les témoignages se fassent dans le respect total de la parole des femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire témoigner n'importe qui et sur n'importe quoi, parce que là, on est vraiment dans du témoignage de personnes qui sont critiques, abolitionnistes du genre et qui ont évidemment des témoignages personnels à apporter, bien sûr. Mais voilà, donc en tous les cas, notre désir, c'est vraiment de préserver cette parole parce qu'elle est souvent méprisée, piétinée et je crois que c'est vraiment le pire qu'on puisse nous faire, c'est d'essayer de nous faire taire. Alors bref, on a travaillé. Alors ce qui est assez marrant ensuite, à partir de septembre-octobre, là, on piétinait un peu, on peaufinait les trucs. Et puis un jour, en novembre,
Je crois que c'était tout à fait début novembre. On s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On avait tout qui était prêt. Et on parlait comme ça, on était en visio, parce que vraiment, on travaille beaucoup que en visio. Et, enfin, voilà. Et on s'est dit, mais en fait, on n'attend rien, on est prête. Alors, on s'est mis un coup de pied au derrière et on a publié comme ça. On est monté en haut du toboggan et on est parti. On a publié le premier épisode comme ça, qui d'ailleurs était mon témoignage. Et c'était un peu vertigineux parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Aucune de nous n'avait fait ça avant. Franchement, moi, si on m'avait dit il y a 3 mois que je saurais faire du montage audio, que j'aurais un podcast avec des centaines d'abonnés, etc., j'aurais hurlé de rire. Et pourtant, on l'a fait. Alors, à partir du moment où on s'est lancé, on s'est rendu compte qu'il fallait faire ça, gérer les sous-titres de YouTube, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais on l'a fait, voilà. On l'a fait et comme on avait très très bien anticipé beaucoup de choses avant, du coup, on a pu instantanément lancer en même temps la chaîne YouTube, le compte Instagram, le compte Facebook, le compte WordPress pour le blog, le compte SoundCloud pour le podcast et le Twitter. Donc, on a sorti les 6 médias au même moment, instantanément. Et ça a été un succès, relatif bien sûr, mais instantané. C'est-à-dire que immédiatement, on a eu des centaines d'abonnés. Enfin, pas immédiatement, ça a mis quelques heures. Mais on voyait le compteur des abonnés qui montait comme ça. Alors évidemment, quand on sait que maintenant on interviewe, par exemple, Dora Muto, qu'on a interviewée, dont on a publié le témoignage hier, elle a presque 600 000 abonnés. On n'est pas du tout à son niveau, mais quand même, là, on a dépassé tout à l'heure les 700 abonnés sur notre compte Instagram. En fait, on est quand même vachement fiers de ça, parce que quand on regarde, si j'ai sorti quelques chiffres tout à l'heure, là, j'étais par exemple sur YouTube en cumulé 232 heures de visionnage de nos témoignages. Donc, en général, les personnes visionnent une dizaine, entre 5 et 10 minutes les témoignages. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu énormément de personnes. Pour être précise, il y a eu 2500 vues. Tout à l'heure, on était à 2500 vues sur YouTube. Donc, 2500 fois quelqu'un qui... Alors, parfois, les gens regardent plusieurs épisodes, c'est même souvent le cas, mais en tout cas, qui regardent et qui, du coup, soit vont développer une argumentation complémentaire par rapport au fait qu'elles étaient déjà critiques du genre, mais ça va leur amener des arguments de plus, soit carrément découvrir le sujet. Et dans les commentaires qu'on a, on a effectivement des personnes qui nous disent « Ah, mais j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est grave ce qui se passe. » Et en fait, comme nous, notre objectif, c'est bien de faire atteindre le pic trans, c'est-à-dire ce moment où on se dit mais cette idéologie, c'est de la merde, en fait. C'est notre objectif. Donc, chaque fois qu'une personne atteint le pic trans ou son approche, grâce à son raisonnement, c'est une victoire. Parce que c'est aujourd'hui, voilà, on est sur une guerre de position. Et chaque fois que le camp de la raison, le camp de la réflexion l'emporte, c'est une victoire. Voilà, donc voilà, au niveau des chiffres, on a sorti donc, hier le 8e épisode. On en était donc à 2500 vues sur YouTube tout à l'heure. Sur Instagram, 6500 vues à peu près sur Instagram. Et sur Facebook, on a quelques centaines d'abonnés aussi. Pas des... Voilà, ça fonctionne. Alors, les médias ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Ce qu'on observe, c'est que les personnes s'abonnent à l'un à l'autre, mais en tous les cas, quand elles rentrent dans les rebelles du genre, elles pratiquent ce qu'on appelle le binge, c'est-à-dire qu'elles vont écouter tous les épisodes, ce qui montre qu'il y a un vrai intérêt et que ce n'est pas juste « tiens, j'ai écouté le témoignage de ma copine et puis j'arrête là ». Il y a réellement, les personnes vont s'abonner, pas toutes, mais en tous les cas, elles vont regarder les épisodes qui ont été publiés avant. Et donc, tous les épisodes continuent à monter en fait en audience. C'est-à-dire que chaque épisode, tous les jours, est regardé encore, même les plus anciens. Voilà, donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va être durable et on a bien l'intention de continuer comme ça, puisqu'on a prévu de sortir 1 ou 2 épisodes par semaine selon en fait le travail que ça nous demande, parce qu'il faut savoir que ça nous demande évidemment des dizaines d'heures de travail chaque épisode. Quand on cumule tout ce qu'on fait dessus, c'est un travail considérable.
qu'on essaye de faire le mieux possible, mais on n'est que des amatrices, évidemment. Et donc, ça nous demande beaucoup de temps et on s'améliore. Parfois, la qualité du son n'est pas parfaite, etc. Mais bon, on apprend et finalement, on n'arrive pas si mal que ça. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais l'intention de dire pour aujourd'hui. Oui, je voulais parler des compétences aussi. Mélissa nous a parlé de ses compétences en écriture. En fait, on a aussi toutes plus ou moins des champs de prédilection. Voilà, par exemple, Camille et la haine. Camille, c'est Twitter et la haine. Moi, c'est la rédaction des vignettes et la partie audio, montage audio. Rita, elle va faire du montage audio et de la partie design. Etc. Donc, chacune, en fait, peut avoir des compétences. Chacune, en fait, peut apporter quelque chose. Aurore et Mélissa et Rita prêtent leur voix pour les anonymes, etc., etc. Donc, en fait, on a chacune des fonctions de prédilection, mais aucune n'est indispensable. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Je crois que maintenant, c'est à Mélissa qui va nous parler du questionnaire plus précisément. Non, tu n'es pas la haine, Camille. Tu es chef de la haine. Tu es chef de la haine. Voilà. Donc, je vais reprendre le questionnaire dans l'ordre des questions. Donc, la première question, elle nous permet de lancer le témoignage audio. Nous demandons à notre interlocutrice de se présenter. La deuxième question nous permet d'aborder son pic trans. Donc, comme Blandine l'a développé donc, tout à l'heure, nous lui demandons de nous décrire ce qui a fait qu'elle est devenue critique du genre. Et nous avons remarqué qu'il y a souvent un ou plusieurs éléments dans la vie d'une femme qui font que malgré son envie d'être gentille, alors vous ne voyez pas, mais je mets les guillemets à gentille, elle finisse quand même par dire stop à un moment. À la troisième question, nous lui demandons pourquoi elle pense que l'idéologie de genre est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants ou pour la société et la démocratie. Car au vu de la violence que les femmes se prennent quand elles se positionnent et qu'aucune femme ne prend du plaisir à se faire traiter injustement d'oppresseuse, il nous semblait clair qu'il y avait une ou des craintes derrière leur positionnement. Il est toujours très intéressant de les entendre développer ce point, car bien que nos positions se rejoignent, les nuances que chacune de ces femmes sont toujours très riches. Ensuite, lors de la quatrième question, nous abordons le point de l'anonymat, qui est choisi ou pas. Ces femmes nous expliquent donc pourquoi elles témoignent ou pas à visage découvert. Je profite de ce point pour souligner que chaque témoignage est précieux et important, que l'on soit anonyme ou pas. Votre parole compte. À la cinquième question, nous lui demandons une anecdote personnelle. Nous remarquons donc bien que les violences restent les mêmes. Cette misogynie ambiante peut prendre bien des visages. La sixième nous permet de clôturer en laissant un espace un peu plus libre à la femme qui témoigne, en lui demandant si elle a quelque chose à ajouter. Donc voilà, lors de ces témoignages, nous tentons au maximum d'être plusieurs pour recevoir sa parole. Il est important pour nous d'offrir au maximum donc un soutien et de la sororité à ces femmes au moment de leur témoignage et même après. Et j'ai fait le tour des questions. Je passe la parole. Merci. Alors, je reprends la parole, mais cette fois-ci pour témoigner. Alors, avant ça, je vous dis que pour la première fois dans les webinaires francophones, à la fin du webinaire, on va essayer, techniquement, j'espère que ça va marcher, d'ouvrir un espace de parole pour que vous puissiez intervenir. Et vous aurez la possibilité d'intervenir sans mettre votre caméra, parce que je vous préviens d'avance, c'est que le webinaire va être enregistré et va être mis en ligne sur YouTube. Donc, faites ce choix d'apparaître à visage découvert ou non. Et ensuite, vous pouvez également changer votre nom pour intervenir. Et alors, moi, je vais témoigner de comment ça s'est passé pour moi, puisque j'ai témoigné à Rebelle du genre et j'ai été une des premières à témoigner. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'extrême bienveillance des intervieweuses lors de l'entretien. Et aussi le fait qu'il y avait un réel choix d'anonymat ou pas d'anonymat, sans aucun jugement de valeur. C'est vraiment super important. Et ce que j'ai trouvé pertinent aussi, c'est le choix de présenter les témoignages en mode audio, parce que ça permet vraiment à chaque femme de décider. Le fait de prêter la voix à celles qui veulent rester anonymes. Et ce que je comprends, parce que on risque quand même des violences. Enfin, on est plein en avoir subi. Et
moi, j'ai fait le choix de parler ouvertement parce que c'est vrai que c'est important de savoir ce qui est bon pour soi. Et pour moi, en fait, déjà, dès le début, j'avais la volonté de témoigner dès que les copines ont mis en place ce groupe. Mais j'ai mis du temps parce que dans le témoignage, je parle de violences que j'ai subies et j'étais totalement sidérée. Et quand on est sidéré, on a du mal à mettre des mots sur ce qu'on a vécu et surtout, on a du mal à faire quelque chose de court. Donc, du coup, j'ai mis du temps. Et dès que j'ai été prête, et ça, j'ai trouvé ça très, très, très bienveillant de la part des intervieweuses, c'est d'attendre que je sois prête, que je sois sortie de cet état de sidération pour être capable de raconter ce qui m'était arrivé. Et moi, j'ai décidé donc de ne pas témoigner de manière anonyme parce que ce qui m'est arrivé, c'est qu'on a vraiment voulu me faire taire et que je trouvais ça vraiment angoissant qu'on veuille me faire taire. Donc, j'ai dit, non, je ne vais pas me taire et je vais témoigner ouvertement. C'est vraiment super important aussi d'entendre d'autres témoignages, d'entendre qu'on n'est pas seul et d'entendre l'analyse politique des autres femmes qui témoignent. Mais ce qui a été important pour moi aussi, c'est que là, ce que Rebelles du genre font, c'est qu'elles donnent un espace pour s'exprimer publiquement si on en a envie, ou anonymement si on veut se protéger. Et pour faire savoir vraiment toutes les violences qui sont faites aux femmes, tout simplement parce qu'on exprime un autre point de vue, tout simplement parce qu'on est lesbienne. Et donc, du coup, ça donne vraiment un espace aux femmes pour s'exprimer à une époque où on veut vraiment nous faire taire, quoi. Et ouais, aussi, moi, je sais que depuis que Rebelles du genre existe, j'attends toujours impatiemment les nouvelles publications, donc 2 fois par semaine. Voilà, et puis voilà, c'est vrai que chaque témoignage, moi, je suis impressionnée par l'analyse politique de chaque femme qui s'exprime et de voir aussi que je ne suis pas la seule et aussi que je ne suis pas la seule à avoir été naïve au début. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important en fait de se dire on est énormément à avoir au début dit ah les pauvres ils souffrent et ça vient après la critique parce qu'on voit la violence, mais si on a été un petit peu entre guillemets naïve au début, c'est pas qu'on est bête en fait, c'est juste qu'on a de l'empathie. Et voilà, c'était pour mon témoignage. Et là maintenant, je vais demander aux Rebelles du genre si vous avez quelque chose à rajouter. Blandine, peut-être? Oui, merci Marie. Ça fait plaisir d'entendre ce que tu dis, des mots gentils comme ça. Oui, déjà, je voulais vous dire, donc finalement, notre initiative, elle est partie de notre sentiment d'impuissance et notre rage, en fait, d'être silenciés. Et donc, la première chose que nous pouvons toutes faire, vraiment, c'est signer cette déclaration des droits des femmes basée sur le sexe biologique. Donc, vraiment, s'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà toutes signé cette déclaration, faites-le. Faites signer tout votre entourage, expliquez pourquoi c'est important. On ne peut pas continuer à regarder nos droits s'éroder, notre spécificité de femme être niée et ces espèces d'absurdes réflexions circulaires de être femme, toute personne qui se sent une femme. Voilà, signer cette déclaration. Vraiment, plus elle sera signée, plus on aura de l'audience. Signez et faites signer vos organisations. Si vous êtes dans des associations, etc., faites-les signer. Ça semble quand même assez incroyable de devoir dire aujourd'hui qu'une femme n'est pas un homme. Enfin, et surtout, un homme n'est pas une femme. Voilà, ça semble tellement absurde de devoir dire ça, mais pourtant on doit signer une déclaration pour le dire. Voilà. Alors l'autre chose que je peux vous dire, du coup, c'est si vous vous sentez impuissante, et je pense que c'est, en fait, nous nous sentons toutes impuissantes, vous devez peut-être vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous... voilà. Donc,
ce que vous pouvez faire, c'est aborder ces questions dans votre entourage quand vous le pouvez. Et c'est vrai que parfois, finalement, il y a dans votre entourage des gens qui n'ont jamais réfléchi à la question. Le mieux, c'est de les amener à se poser des questions assez rapidement. Voilà. Donc, les questionner. Est-ce que, d'après toi, un homme peut être une femme? Qu'est-ce que tu penses du fait que des hommes aillent dans les toilettes des filles, etc. Ou est-ce que tu trouves normal qu'un homme puisse gagner des médailles aux Olympiques dans la catégorie femmes? Poser des questions. Voilà, et en tout cas, ce que vous pouvez faire aussi, et là, vous êtes un peu partout dans le monde, et je vois qu'il y a des personnes de partout, c'est super, diffuser la parole des femmes, en fait, qui témoignent. Notre podcast, il est là pour être diffusé. Donc, partagez les épisodes que nous rédigeons, que nous diffusons, enfin, que nous créons, podcastons, etc., enfin, tout ce travail qu'on fait, diffusez-le le plus largement possible, faites-le partager, et c'est parce que les femmes seront entendues, parce que leur voix portera, que les gens vont commencer à réagir et à réfléchir. Donc vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, je crois que ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est soit s'annoncer, soit même critique du genre, ce qui n'est pas toujours possible, soit essayer de diffuser la parole d'une réflexion critique du genre. Voilà, je vous remercie. Est-ce que d'autres rebelles du genre veulent ajouter quelque chose? Bon, vous pourrez reprendre après, mais donc là, on va essayer de passer. Oui, vas-y. Je voulais juste remercier tout le monde d'être là, et donc toutes les femmes présentes, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Alors, il y a Laure Caille qui voudrait parler. Je veux me manifester de façon tout à fait ouverte. Donc, je m'appelle Laure Caille, effectivement. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Libre Marianne, une association féministe, membre de la Clé. Et ce problème de l'identité de genre ressenti m'est un peu tombé dessus. Et comme toutes les vieilles féministes au double sens du terme, de anciennes, puis pas très jeunes, effectivement, nous est tombé dessus. Et donc, nous avions pendant très longtemps contribué bien involontairement à ce qui s'est installé comme une arme de guerre contre nous, à savoir le remplacement du sexe par le genre. Je veux dire par là que pendant très longtemps, nous avons beaucoup bataillé pour montrer que le tout biologique qui sévissait à l'époque n'était pas vrai, et que le genre était une construction sociale. Nous n'avions pas pris garde, ou pas assez, j'imagine, au fait que déjà dans tout le milieu anglo-saxon, dans l'idéologie queer, etc., qui commençait à sévir il y a bien longtemps, le mot en plus en anglais gender était employé sémantiquement, tout à fait normalement, pour à la fois le sexe biologique et la construction sociale, ce qui n'était pas vrai en France, ce qui ne devrait pas toujours l'être, mais qui malheureusement est en train de se développer à la vitesse grand V. Ce que je voulais dire, j'étais un petit peu long, mais pour expliquer pourquoi je me suis intéressée tardivement, mais quand même beaucoup à la question. Depuis que j'ai découvert, pour tout vous dire, le WHRC en anglais, je le suis moins maintenant parce que c'est un peu difficile le samedi, mais pendant un an, je l'ai suivi très, très attentivement. En découvrant avec horreur ce que les nouvelles formes du masculinisme, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, les transactivistes ne sont rien de moins que des masculinistes qui entretiennent la confusion systématique entre le sexe, à savoir homme-femme, sauf pour la très petite minorité de personnes effectivement biologiquement intersexes, et qui ajoute à cela la confusion entretenue sur l'identité ressentie de genre, en fait dite ressentie de genre, et l'orientation sexuelle, parce que vous aurez remarqué que maintenant il y a une joyeuse, si je puis dire, confusion entre les discriminations contre les femmes, qui sont complètement donc éliminées, puisque maintenant les discriminations sont contre le genre, contre la transphobie et contre l'homophobie.
C'est-à-dire que maintenant les femmes sont une minorité, considérées comme une minorité, bientôt comme complètement invisibilisées, et que comme vous, je suis bien désarmée pour combattre tout cela, mais je voulais vous dire que vraiment, je suis très, très, très heureuse qu'il y ait des femmes et des jeunes femmes comme vous qui reprennent le flambeau et qui, avec l'énergie que vous mettez, puissent se battre. Parce qu'actuellement, ce qui se passe dans toutes les lois, vous aurez remarqué, dans toutes les lois qui sont soit en discussion, soit qui passent sans discussion, encore en ce moment, la loi qui est passée sans discussion à l'Assemblée nationale et qui est en discussion, pas plus de discussion au Sénat, sur la loi contre les thérapies de conversion, ce sur quoi évidemment nous sommes d'accord, sur l'horreur que constitue une thérapie de conversion, mais nous demandions que soient absolument inclus également les thérapies d'affirmation, de transition affirmative, c'est-à-dire les blocages de puberté à des âges de plus en plus précoces, pour des enfants qui ne se sentent pas bien ou à qui on dit qu'ils ne se sentent pas bien dans leur sexe d'origine et non pas assigné, comme ça aussi, autre escroquerie sémantique que le sexe assigné, et qui se voient confier et qui se voient à des charlatans le plus souvent et dans des thérapies d'affirmation, c'est-à-dire blocage de puberté, souvent des petites filles, d'ailleurs plus souvent des petites filles, souvent irréversibles. Écoutez, je suis un peu désordonnée dans mes propos, mais pour vous dire que le danger, il est vraiment réel, hein, que les parlementaires qui n'en savent pas plus que la majeure partie des individus ne voient absolument pas, enfin, les parlementaires, y compris des femmes malheureusement, mais en tout cas dans les hommes, on a pourtant alerté, on essaie d'alerter, on a fait des communiqués de presse, mais tout le monde considère que le compassionnel, c'est de mettre dans le même sac les discriminations et les violences contre les femmes, contre les transsexuels, contre les homos de tous les sexes, mais enfin, j'observe quand même que ce sont des activistes gays et pas lesbiennes qui sont aux côtés des transactivistes violents, et que il ne se passe pas de jour que dans des lois ou dans des projets de loi, l'invisibilisation des femmes, la négation de la différence fondamentale biologique entre un homme et une femme, et le fait que les violences ne sont pas dirigées contre le genre, construction sociale, mais bien contre le sexe biologique, disparaît de plus en plus. J'ai été longue, je m'en excuse, mais je vous remercie beaucoup. Je voulais surtout vous remercier. Je peux peut-être revenir. Merci pour ce témoignage. Il y a eu une question qui est passée qui disait « Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler rebelle du genre et pas rebelle de l'identité de genre ?» En fait, tout simplement parce que ce qui opprime les femmes, c'est le genre. C'est pas l'identité de genre en est un des avatars, mais les féministes, elles luttent contre le genre qui est en fait l'ensemble des stéréotypes sexistes que l'on va adosser à un sexe. Voilà, c'est le genre qui nous opprime. L'identité de genre, c'est une des façons, moult façons, mais comme vous pouvez le voir dans les témoignages, on a aussi des survivantes de l'inceste, du voile obligatoire, qui parlent aussi d'autres questions qui sont liées au genre, hein, des choses qui arrivent à des femmes parce qu'elles sont des femmes, par exemple. Hein. Le voile, par exemple, le témoignage d'Afaf est très clair. Sa critique du genre, elle vient pas, c'est pas seulement l'identité de genre, on ne se bat pas contre juste des personnes qui actuellement développent cette espèce de, je sais pas, de sémantique chelou là. Non, ce que nous on veut combattre en tant que féministes, c'est carrément le genre. Merci, et je voulais rajouter aussi que de plus en plus de personnes, parce que là, en fait, on a été énormément de féministes à s'inquiéter de cette idéologie, et il se trouve que là, maintenant, je rencontre des personnes, alors que sans même aborder le sujet, des personnes de mon entourage me disent il y a un problème. Donc, c'est quand même assez rassurant de voir que… alors, en fait, ces personnes-là, elles n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur le problème,
Mais elles me disent, ah bah tiens, enfin des personnes, par exemple des personnels de l'éducation nationale qui me disent, ah j'ai reçu une circulaire qui dit des trucs complètement délirants. Et puis, bon, bah, alors du coup, on en discute. Je leur dis que je fais partie du WHRC et qu'on réfléchit à ces questions-là depuis un petit moment. Mais voilà, c'est quand même assez rassurant de voir que d'autres personnes que les féministes commencent à s'inquiéter de tout ça. Ouais, je vais prendre la parole. Ah, ok, bah voilà, salut Anne, je te laisse faire. Mais pas longtemps, parce que j'ai bien l'intention de le faire à visage découvert à un moment donné, mais là, je suis encore un peu coincée. Je viens aussi d'avoir un clash assez énorme avec ma fille, notamment sur le sujet. Et je suis encore assez bouleversée par ça. Je me suis peu bouleversée par ce genre de choses, mais là, c'est ma fille. C'est un peu plus compliqué. Et je voyais que un de ces arguments, en fait, parce que je parlais de Bruxelles, ce qui s'était passé, parce qu'elle me demandait, tiens, tes amis, comment ça s'est passé à Bruxelles, comment elles se sentent. Donc, et puis après, elle me dit, ah oui, c'est horrible, mais elle me dit, voilà, mais c'est comme pour les musulmans, c'est pas tous les musulmans. Donc oui, non, c'est pas toutes les personnes transgenres qui agressent évidemment au queer, mais bon, j'essaye de lui expliquer un tout petit peu que les conséquences, même au niveau politique, sont importantes. J'ai quand même eu le réflexe de lui dire, bah, tiens, bon, tu respectes la religion de tout le monde, j'espère le faire aussi, mais de là à vouloir à ce qu'on m'impose cette religion, voilà. Oui, ma fille a 24 ans. Et donc, j'ai été fort secouée et là, maintenant, elle ne veut plus que je lui parle parce qu'elle me dit, bon, bah, ça va être compliqué, je ne veux pas parler politique avec toi, sauf que le privé est politique. Et c'est douloureux pour moi de me rendre compte que cette idéologie-là touche à ce point nos enfants, quoi. Moi, je vois des jeunes toute la journée. Quand je les vois, eux, ça me fait mal, mais je me dis qu'il faut faire quelque chose. Mais là, ça m'impacte directement. Et quand je vois tout ce que au niveau masculin, on nous a fait vivre depuis tout le temps, et que là, au nom de son ouverture, de son inclusivité, etc., elle laisse passer ça. Voilà. Donc, j'ai un peu de mal. Je vais m'arrêter. J'ai écouté, par contre, le témoignage de Dora. Je l'ai envoyé à ma fille. J'espère que ça passera mieux qu'un texte qui vient de Tradfem. Et d'office, elle arrêtera. Et donc, voilà, je vous remercie. Enfin, finalement, j'ai parlé beaucoup. Je laisse la parole à d'autres. Du coup, je prends la parole très rapidement par rapport à ce que tu viens de dire, Anne. En fait, à Rebelles du genre, évidemment, on a maintenant de nombreuses femmes qui se proposent pour témoigner. Et donc, on ne pourra pas forcément traiter toutes les propositions à court terme. En revanche, il y a justement, il y a certaines situations qui nous semblent devoir être priorisées. Par exemple, justement, les familles qui sont touchées dont, par exemple, une fille quitte le navire en feu, ou une femme dont le mari subitement se réveille en se disant « Oh, je suis une femme !» excusez-moi d'avoir ri, mais voilà, c'est pas du tout drôle. Ou des femmes qui auraient perdu, par exemple, une compétition face à un homme transidentifié, ce genre de choses-là. S'il vous plaît, du coup, si vous avez ce genre de situation, ça nous intéresse vraiment de pouvoir développer ces questions-là, et aussi les questions des violences sexuelles dans le mouvement queer, qui sont énormes et qui sont aujourd'hui complètement tabous. Et voilà, comme ça, je vous vois, et vous me voyez, je suis un homme, et bon, pas si fier de l'être, surtout ce soir quand je vous entends, mais je veux que ma voix se joigne au vôtre, parce que je suis très heureux de vous entendre parler comme ça, très heureux de savoir combien vous avez déjà approfondi la question, et beaucoup plus que de la plupart des hommes, ou la plupart des connaissances masculines, qu'effectivement c'est un mouvement masculiniste qui rejoint financièrement aussi, c'est sur le plan des pouvoirs sociaux,
qui rejoint les proxénètes, les mouvements de protection du proxénétisme et des prostitueurs, et qui rejoint aussi les musulmans intégristes, et tout ça, c'est à peu près la même chose qui est en train d'essayer de contrer, après la vague MeToo, toute cette allant social qu'on voyait apparaître. Enfin, je suis tout à fait solidaire avec vous. Merci. Oui, alors c'est une particularité de ce mouvement, mais ce n'est pas la première fois qu'un mouvement fait disparaître une catégorie pour qu'on puisse plus soit la protéger, soit mettre en place des politiques. Ça a été le cas, Blandine parlait tout à l'heure de la culture pédocriminelle des années 70 qui passait son temps à clamer que l'enfance n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas d'enfant, il ne peut pas y avoir de pédocriminalité. Et en fait, on retrouve la même chose. S'il n'y a pas de femmes, il ne peut pas y avoir de violence contre les femmes. Et c'est vraiment une des techniques des agresseurs de faire disparaître une catégorie soit vulnérable, soit qui subit des violences ou des discriminations, pour qu'en fait, ensuite, on ne puisse plus lutter contre ces violences ou ces discriminations. Je voulais rajouter une petite parenthèse, je me permets. Hein. Je disais il y a quelques temps, j'étais complètement cynique, mais je le voyais arriver. Bientôt, on ne pourra plus nommer nos agresseurs, en fait. On ne pourra plus dire que les hommes nous oppriment. Et voilà, ça rejoint un peu tout ça, et je voulais juste le poser ici. Alors, moi, j'ai une question, parce que j'ai vu apparaître dans le chat un mot. Alors, ils inventent beaucoup de mots, mais alors là, c'est quoi finta? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, moi je peux. Est-ce que c'est Bonjour encore une Marie. insulte contre nous? Oui. Tu m'entends? Ouais, salut, pardon, c'est Stéphane de Suisse. Je suis à la maison, donc je fais vite faire. C'est en Suisse allemande, en fait, dans un formulaire, je ne sais pas lequel, mais c'est un homme qui a publié ça sur Twitter. Et c'était, il fallait choisir non pas est-ce qu'on est cis, pas cis, etc., non binaire, il fallait choisir si on était pinta. Donc c'est Frauen, mais ça marche aussi en français. Donc femme, intersexe, trans, non binaire ou asexuel, ou homme. Voilà. Donc c'est cette semaine, et on est tous un peu tombés par terre de voir que on n'était même plus une catégorie à part. Cis, c'est déjà pas terrible, mais pinta, c'est voilà. Mais je ne sais pas dans quel cas c'était ce formulaire, mais c'est dans un formulaire suisse allemand. Mais en France, en fait, la secrétaire d'État chargée aux violences faites aux femmes, enfin à l'égalité femmes-hommes, on lui a rajouté et aux LGBT, et ce qui est complètement délirant, puisque en fait, c'est pas du tout les mêmes mécanismes. La violence anti-LGBT, c'est pas la même chose que les violences faites aux femmes, puisqu'il n'y a pas d'appropriation des homosexuels par les hétérosexuels. Il va y avoir de la violence homophobe ou transphobe, mais il n'y a pas d'appropriation. Alors que les femmes, c'est complètement différent, c'est complètement un autre mécanisme. Il y a une appropriation des femmes par les hommes, mais il n'y a pas d'appropriation des LGBT par les hétéros, ça n'existe pas. Donc, ça perturbe complètement la compréhension des différentes violences, et du coup, ça ne permet pas de lutter efficacement contre toutes ces violences. Voilà. Bonjour. Oui, je voulais vraiment pouvoir témoigner ici dans cette discussion à visage découvert, parce que je fais plus que un coming out sur Facebook, que je perds énormément d'appuis politiques, mais qui n'ont jamais été des appuis politiques, puisque effectivement, on utilise... Je suis artiste, de toute façon, ça fait déjà pas mal de temps avec Mélissa qu'on prépare mon témoignage, et que j'ai reporté. Ça, je l'ai déjà dit, j'ai déjà posé comme question si on pouvait le faire avec Blandine, donc je vais essayer de faire court, mais je voulais absolument passer ici parce que je suis les violences qu'on a subies dimanche passé. Mon visage est à découvert, il n'y a aucun problème là-dessus. J'en ai absolument marre de me cacher, pas de me cacher, parce qu'en plus, c'est ça qui est le plus grave, c'est que ça fait des années que je ne me cache absolument pas sur Facebook. C'est mon nom, j'ai déjà été censurée, bloquée, juste parce que je mettais une photo
avec une femme avec les seins nus, voilà, ou moi-même, voilà, en vacances. Et, et j'ai vu, donc ça, j'en parlerai plus dans mon témoignage, mais ici, directement après, juste 6 jours après la manif, tous les journalistes que je connaissais en Belgique me pètent dans les mains. Et ça me fatigue en fait, ça me fatigue que j'interpelle même aux journaux féministes, aux médias féministes, dans lesquels j'ai déjà témoigné il y a je ne sais plus combien de temps. J'ai témoigné par rapport à la violence que subissent les enfants dans les couples, mais de la violence familiale, enfin, contre évidemment les femmes, mais les répercussions que ça a sur les enfants. Et j'ai témoigné dans ce magazine, un magazine belge féministe qui s'appelle Axel, parce que ça vraiment, ça m'a tuée, quoi. Ça m'a vraiment tuée. Je connais plein de féministes et plein de journalistes et plein de personnalités politiques qui se prétendent féministes, pro-femme, progressistes, et personne de tous ces amis, alliés, n'est venu dans mes MP me demander mon témoignage et de me demander de m'expliquer, d'expliquer ce qui s'était passé, mon point de vue, le point de vue des rats de femmes qui sont fait massacrer là. Mais, enfin, massacrer, j'exagère, nous sommes bien d'accord, mais voilà, on est massacré parce qu'on a déjà vécu, on ne devient pas féministe radical pour rien, on ne critique pas ça. Je m'installe comme cible sur Facebook, je partage tous vos témoignages rebelles, je le dis sur mon blog, partout. Et la violence que je me reçois, c'est des gens qui se prétendent progressistes ou féministes ou anarchistes ou qui me pètent dans les mains. Et c'est insupportable, quoi. Je vis ça depuis des années et des années et des années. Je me suis mise... j'ai fait de l'hôpital psychiatrique pour toutes les violences que je subissais dans tous des milieux progressistes de la part de mes compagnons. J'ai décidé... Enfin, j'ai perdu ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mon fils aîné. Fils aîné qui a été tabassé par son père, quand il avait 6 ans. Ça fait partie de mon témoignage sur le magazine dont je parle. Et donc voilà, ce fils-là et le père de ce fils-là continue encore aujourd'hui à me harceler ou à ne pas dire la vérité, raconter des saloperies sur mon compte et sur le compte, sans doute, je suppose, parce qu'il essaye quand même de l'acheter encore, de mon fils cadet qui, lui, a choisi maman. Voilà. Et avec toutes les théories psychologisantes de merde du style ben oui, c'est normal, il est le plus jeune et donc fait le complexe d'Édipe. Par contre, l'aîné, qui est plus raisonnable, a bien compris que sa mère ne veut pas se soigner et qu'elle est dangereuse, qu'elle est toxique. Enfin bon, les inversions habituelles. Mais ça, je les vis, ces inversions habituelles, absolument dans tous les milieux dits progressistes. Et depuis des années, et puis des années et des années. Voilà, c'était court, j'espère, pour vous. Et merci d'avoir mis mon visage, puisque je mets mon visage partout. Voilà, j'en ai marre d'avoir peur. Et je pense qu'effectivement, plus on sera nombreuses à parler en son nom. Et je n'en veux absolument pas à celles qui ne peuvent pas, tout simplement, parce qu'elles perdraient leur travail, parce que ceci, parce que cela. Mais moi, justement, j'ai perdu mon travail. Je n'ai plus aucune espérance de faire carrière. Je n'ai plus aucune espérance d'être propriétaire un jour, enfin, etc. Donc,
tout ce que j'ai perdu, je le gagne en liberté et je veux le mettre au service des femmes et des enfants. Et donc, voilà. Merci à vous de m'avoir entendu. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et j'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait de l'inversion de culpabilité, mais c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire. Dans les stratégies des agresseurs, inverser la culpabilité, c'est un des piliers de la stratégie. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils nous agressent de manière ultra violente en disant que c'est nous les agresseuses, alors qu'à aucun moment j'ai entendu de féministes que eux appellent TERF appeler à la haine ou à brûler des trans, alors qu'eux passent leur temps à dire on va brûler des femmes sur des bûchers, mais c'est totalement délirant. Par rapport au cas de harcèlement, moi, il y a un homme sur Twitter, il y a quelques semaines, qui a essayé de m'intimider. Je pense que c'était vraiment une intimidation, une tentative d'intimidation de sa part. En fait, il m'a posé une question sur un membre de ma famille en me demandant « Et au fait, comment va tel membre de ta famille ?» sur Twitter, et je ne connaissais pas cette personne. Donc, le truc, c'est déjà, tu es là sur Twitter, il y a quelqu'un qui te demande « Au fait, comment va machin ?» Et là, tu dis, mais déjà, je ne connais pas cette personne. Cette personne me parle de ma famille. What the fuck, quoi. Et cette personne se fait passer pour une femme. Et puis, finalement, je fais des petites recherches de mon côté. Et après, je me rends compte qu'effectivement, mon premier sentiment était le bon. C'est un mec qui se fait passer pour... qui se dit féministe radicale et lesbienne, en plus de ça. Sinon, c'est pas drôle. Et qui a essayé de me faire, mettre le doute dans ma tête, comme quoi, de toute façon, j'aimais pas cette personne de ma famille parce que je luttais contre ses droits, parce que j'ai une personne transidentifiée dans ma famille, dont je parlerai pas aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas encore fait mon témoignage, mais il arrivera lui aussi. Donc, moi, j'ai pris des screenshots de ça. Les screens de ce que ce mec m'a dit, on les a. Voilà, je sais aussi que au moins lui et un autre mec transidentifié, alors je sais qu'ils ont au moins regardé soit nos vidéos YouTube ou alors consulté notre blog, parce qu'il y a eu une analyse du témoignage de Blandine qui a été remise sur Twitter en disant oui, elle a dit ça et ça et ça. Donc on sait que vous nous regardez, les gars, et on va pas se taire, en fait, on va continuer. Et moi, perso, j'ai pas peur. Et à chaque fois qu'il y aura un mot de trop, un mot de travers ou une petite insulte ou quoi que ce soit, ça va être screené, ça va être répertorié et ça va être archivé. Et on saura en faire bon usage quand le temps viendra. Et pour les autres parmi nous et toutes les femmes, si jamais ça vous arrive, si vous gardez des preuves, mais franchement, ne vous souciez pas de vous dire que peut-être c'est pas de sa faute, que peut-être c'est un malentendu. Si vous vous sentez menacé par quelqu'un déjà sur Internet, gardez des preuves, faites des screens et partagez-les autour de vous. Partagez-les avec nous femmes, partagez-les avec les rebelles du genre, même si vous ne voulez pas témoigner. N'hésitez pas à partager ça, et souvenez-vous que vous avez le droit d'avoir une opinion, vous avez le droit d'exprimer cette opinion, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'avoir tort, et avoir une opinion, ce n'est pas de la haine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'aimerais seulement savoir si le groupe Facebook et le compte Twitter, en tout cas le groupe Facebook, c'est un groupe privé, celui de rebelles du genre. Ah bah, du coup, je vais répondre. Non, ce n'est pas du tout privé. Tu peux D'accord. Et puis Twitter, j'aimerais savoir si vous avez eu des problèmes de Twitter ou de Facebook qui voulaient vous bloquer. C'est ça ma question. En fait, pour le moment, non, ce n'est pas arrivé. Il faut dire qu'il faudrait quand même qu'ils cherchent bien la haine pour justifier une censure, parce que là, pour le coup, je pense qu'on n'a à aucun moment attaqué de personne ou menacé. Alors évidemment, le petit ego fragile de certains hommes peut souffrir de critiques féministes, hein, mais je dirais que c'est même un peu l'objectif. Mais non, pour le moment, non. Voilà, après, on espère que ça va continuer comme ça. On ne se fait pas de doute, hein. On voit bien que là, ce soir, on a parmi nous une Laurie là, qui fait le troll là, et qui est venue un peu espionner pour voir comment ça se passait, les vrais féministes. Donc, on sait très bien qu'on est espionné. Dès qu'on publie quelque chose, c'est disséqué, etc.
on voit bien que ça les ennuie un peu quand même, parce que voilà, quand on publie des choses, ben c'est disséqué, etc. On sait aussi qu'ils ont une forme de pouvoir, mais nous, on pense qu'on a la vérité dans notre camp et la raison. Donc, ça ne nous fait pas peur. Pour le moment, voilà. Puis là, par contre, juste un truc, hein, par contre, moi, les commentaires, les trolls, les mascus, les petits couillus là, qui viennent nous mettre des machins, hop, ça dégage. Oui, c'est ça. Dégage tout de suite, hein. Je perds aucun temps, zéro énergie, j'ai rien pour eux, on n'a rien pour eux, rien du tout. Nous, c'est les femmes. Nous, c'est les femmes. C'est bon, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Graziella et puis ensuite, on va être obligé de conclure. Donc, voilà, Graziella, c'est à toi. Bonjour à toutes. Alors, moi, je suis Graziella. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'habite en Guyane. Et j'ai un peu découvert cette histoire de transactivisme par rapport à ce qui est arrivé à Marguerite Stern et surtout par rapport à ce qui m'est arrivé moi avec les médias. En fait, quand j'écoutais le témoignage de Caroline et par rapport à ce qu'elle a subi, par rapport à des soi-disant amis, je dois avouer que j'ai eu un gros deuil à faire. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé partager. Bon, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà blindés, mais c'est pas forcément évident quand on commence. Il faut vraiment prendre conscience que on a affaire à un lavage de cerveau très bien organisé, vraiment, et à une lâcheté généralisée de tous ceux qui soutiennent le mouvement transactivisme. C'est-à-dire qu'en général, alors moi, ce que je fais, parce que en fait, j'adore écrire, et ce qui m'est arrivé, ce qui m'a profondément choquée et blessée, c'est que tous les magazines et journaux, parce que je lisais qu'à gauche, en fait, tous les magazines et journaux que je lisais, il n'y en a pas un qui a eu le courage de répondre à mes questions. On m'a bloqué mes comptes, parce que j'étais sur Mediapart, ils ont carrément fermé, pas fermé, ils m'ont bloqué mon blog. On m'a supprimé des messages, on les découpait de façon stratégique pour enlever les critiques sur la misogynie de gauche, en fait, parce que moi je parlais de misogynie de gauche et lesbophobie de gauche aussi. Pareil pour Cosette, moi c'était un magazine, j'étais abonnée, mais une lectrice acharnée, et leur silence est encore plus violent que si on avait un débat ouvert, en fait. C'est extraordinairement violent. Et la lâcheté systématique, quand ils voient les transactivistes agresser les gens dans la rue, quand ils voient les messages d'appel à la haine, quand ils voient les incohérences du sujet, en fait, ils préfèrent tous détourner le regard, regarder ailleurs, parce qu'en fait, la base de tout ça, c'est leur besoin d'être vus comme de bonnes personnes. C'est quelque chose qui m'a aidée, c'est-à-dire que moi aussi, j'avais cette espèce de peur, parce que j'avais aussi la compassion. Ah, ils souffrent, ils ont souffert, ils n'ont rien souffert du tout. Enfin, les anciens trans, oui. Les trans d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il faut faire le deuil de toutes ces personnes qui n'ont pas le courage de dire c'est n'importe quoi. Il y en a plein qui le pensent. Il y en a plein. J'arrive à les coincer à chaque fois sur Twitter. J'insulte personne m'insulte en fait. J'arrive à détroller les trolls, on va dire ça comme ça. Et en général, ils savent plus me répondre et ils me fuient. Il n'y a aucune base réelle sur ce qu'ils pensent. Et bon, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui devait participer au débat sur le crayon, la chaîne YouTube de débat. Je me demande qui va avoir le courage d'affronter l'une d'entre nous. Franchement, ça ne tient pas la route. Et tous ceux qui se taisent ne sont que des lâches. Après, on peut pas... Enfin, c'est pas que je leur en veux pas. Ils ont tous peur pour leur réputation. Ils savent que c'est de la connerie. Ils savent que c'est n'importe quoi. Ils trouvent ça parfaitement injuste qu'une femme se prenne une gifle parce qu'elle refuse de sucer une bite. Mais ils sont incapables de dire c'est pas normal, ça va pas. Ils en sont incapables. C'est impressionnant. Moi, dernièrement, je discute plusieurs fois avec des trans. J'essaie de leur montrer qu'il y a un problème avec leur raisonnement. À un moment, ils bug en fait. Et il me dit ouais, mais je comprends pas ce que tu racontes. Je parlais de réalité du sexe et de la culture du genre. Et je lui dis, c'est normal que tu ne comprennes pas. C'est comme parler à un chrétien et il essaie de lui expliquer que la Vierge Marie, elle n'est pas vierge. Ni avant, ni pendant, ni après. C'est normal que tu ne comprennes pas que le sexe biologique existe. En gros, c'est ça. Et après, ils sont incapables de répondre. Donc, courage à toutes les sœurs qui se font silencier. J'espère qu'à un moment, on aura 2-3 personnes assez... Il y a même des journaux qui nous... Parce qu'il y a eu Marianne, il y a eu un peu le Figaro, je ne sais pas qui encore a relayé. Il y a Charlie Hebdo, c'est sûr. Cette semaine, il y a Charlie Hebdo, il y a un gros article. C'est vrai? Il faut que j'aille le voir. Mais sinon, à un moment, j'ai un profond sentiment d'être orpheline politiquement. Ce sont tous des lâches, serviles, financés. Bon, j'ai mis un article d'Arab News. Quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh! En plus, il y a les frères musulmans derrière.
La dame qui a sorti le truc pour le site, bon, la nouvelle manière de parler au machin européen, il faut supprimer madame, monsieur, il faut pas dire Marie, il faut dire Malika. Enfin, toutes les conneries qu'ils ont sorties là en mode inclusif, elle est financée par les frères musulmans. Donc, en fait, il y a tout un conglomérat de gens qui détestent les femmes et les homosexuels derrière, vraiment, entre les autogynéphiles en bande organisée, le WH machin truc là, ça s'appelle autogynéphiles en bande organisée. C'est tout ce qu'ils sont, vraiment. Il y a cette hyper misogynie, cet hyper sexisme. Nous sommes des machins à vulve à pénétrer qui doivent être soumises et silencieux. C'est tout ce qu'on est à leurs yeux. C'est comme ça qu'ils voient les femmes. Et malheureusement, ils se sont alliés à des trucs de musulmans intégristes et politiques franchement, j'ai lu l'article, je me suis dit c'est une blague, mais non, mais ça vient d'Arab News. Donc je me dis bon, ok, et ben voilà. Les Arabes le disent, ils ont plus d'influence dans les pays arabes. Ils se sont reconvertis en woke et en queer. D'où l'ultra-violence envers les femmes qui doivent se taire, qui doivent trouver la joie dans le hijab, et les lesbiennes qui doivent apprendre à guérir leur répulsion du pénis. C'est n'importe quoi. Mais quand tu sais qu'il y a tout ça derrière, tu te dis ok. Mais je sais toujours pas pourquoi ils n'arrivent pas à dire ça va trop loin. Je sais pas c'est quoi leur limite. Ils vont tous l'atteindre à un moment, je pense. Je sais pas quand. Mais en attendant, nous avons raison. Nous sommes dans notre bon droit. Ça va faire mal le nombre d'amis qu'on va perdre. Ça va faire mal toutes les conneries qu'on va raconter sur nous. Moi, chaque fois que j'ai un truc sur France Inter, je me dis c'est pas possible qu'ils soient aussi cons, vraiment. Mais on n'a pas le choix. Pour moi, on n'a pas le choix. C'est notre survie qui est en jeu. C'est la survie de nos droits qui sont en jeu. Il y a des lois qui sont passées dernièrement ça m'a brisé le cœur, ce qui est en train de se passer dans le monde, notamment pour les toilettes dans les collèges et les lycées qui rendent directement mixtes. C'est même pas les trans peuvent venir, c'est mixte direct. T'as plus le choix. Les filles, elles vont même plus aux toilettes. Que ce soit en Écosse, soit à Chicago, je sais pas, elles vont même plus aux toilettes, en fait. Donc, nous avons raison, nous sommes dans notre bon droit. On va se faire traiter de tous les noms, parce qu'il faut qu'on soit les méchantes de l'histoire, mais c'est pas grave. Donc, courage aux sœurs qui, malheureusement, découvrent. Moi, j'ai une immense tristesse en moi. Chaque fois que j'y pense, je me dis pas possible qu'ils soient aussi cruels, mais ils le sont et ils ont aucune limite. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Graziella. Eh ben, on arrive à la fin du webinaire, donc vraiment merci à toutes, aux conférencières, aux rebelles du genre, voilà, à tout le monde. Donc la vidéo, je le redis, sera diffusée sur YouTube. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aussi voir les vidéos du WHRC en anglais. Et également les précédentes conférences. Donc, le prochain webinaire, il aura lieu le 2 janvier et vous allez recevoir une invitation par mail puisque tous les premiers dimanches du mois, on fait un webinaire. Donc, il y a pas mal de liens dans le chat. Recopiez-les rapidement, notamment le lien vers la déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Sinon, vous pouvez taper déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe, WHRC, vous tomberez sur le site. Donc, je vous rappelle que vous pouvez signer, partager la déclaration. Vous pouvez, donc c'est womensdeclaration.com, tout attaché. Voilà, je surveille l'heure parce c'est bientôt terminé. Merci encore et à dans un mois. Merci à toutes pour être venues nous voir aujourd'hui et pour nous avoir écoutés. Merci infiniment.